Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Lundi 23 février 2026, mesdames et messieurs, bon après-midi, vous êtes sur ESAE Télévision, c'est Le Monde en 52 minutes. Cet après-midi, l'Afrique, le Royaume-Uni et l'Iran s'invitent au débat. Pour en parler, j'ai avec moi Joël Ataï Guédegbe, il est expert en gouvernance. Bonsoir Joël. Bonsoir Tatiana, bonsoir à vos téléspectateurs. Bonne heureuse année, hein, parce que depuis 2026, on ne s'est pas vu. Pardon, faut pas... on va faire du rattrapage. D'accord. Bonsoir Hamzat. Bonsoir. Bonsoir Adé. Bonsoir Tatiana, bonsoir internautes. Alors, en Afrique, une proclamation ou un tournant au sein de l'Union africaine dans le refus d'avaliser le blanchiment de putsch militaire. Le dernier sommet de l'Union africaine, les uns et les autres ont soufflé le chaud et le froid, Hamzat. Alors, c'est commun désormais au sommet de l'Union africaine, c'est-à-dire on a une tendance pour quand même corriger le tir des choses qui ne fonctionnent pas sur le continent, notamment sur le plan politique. Et il faut comprendre aussi que le discours était très axé sur les instabilités politiques sur le continent, notamment en Afrique subsaharienne, puisque ces 5-6 dernières années, on observe une recrudescence des coups d'État et une montée en force aussi des militaires à la tête des États. Et ça pose un problème fondamental parce que l'Union africaine épouse ce qu'on appelle la démocratie dite positive, c'est-à-dire une démocratie héritée de ce que moi j'appelle l'État importé, et qui donc épouse le narratif de l'Occident en ce qui concerne en tout cas les élections, en ce qui concerne la désignation des élus et des hommes politiques. Mais ça ne fonctionne pas, en tout cas depuis 5-6 années, et on observe donc cette chute libre de cette démocratie blanche, positive, entre griffes sur le continent. La deuxième chose, c'est que ce sommet est en quelque sorte le balai
des hommes politiques qui se concentrent à chaque fois sur le discours et très peu sur l'action. Je pense que l'ancien chef d'État tchadien, Idriss Déby Itno, l'avait explicitement déjà mentionné. Nous venons à ces sommets incessamment, mais à chaque fois on constate que, je le cite bien sûr, nous constatons à chaque fois que nous ne sommes que dans le discours et très peu dans les actions. Et cela est symbolisé une nouvelle fois hein, par ce discours des chefs d'État et des représentants des États qui sont surtout concentrés sur la dénonciation des faits qu'on observe en ce qui concerne la gestion de l'État, la dénonciation de la gestion des militaires et bien sûr en proposant très peu de choses parce que derrière, au-delà des discours, qu'est-ce qui est proposé pour changer les choses. Et la dernière chose, je pense qu'il ne faut pas aussi tomber dans le piège de désigner l'autre comme étant l'erreur au sein de la machine parce que justement, même à la tête d'un État dirigé, enfin, à la tête d'un État, quand il y a un militaire, je pense que c'est lié à certaines causes qu'on n'évoque pas aussi suffisamment. Et ces causes sont en réalité aussi le constat d'échec du pouvoir civil depuis 1960 sur le continent. Mais cela ne voudrait pas dire, j'insiste là-dessus, cela ne voudrait pas dire qu'il faut de facto dire que la gestion d'un État par les militaires devrait être la norme. Je pense que c'est l'exception et l'exception, il faut le signaler, doit être pointant et la norme doit revenir comme étant le moyen légitime et légal pour que les choses puissent mieux fonctionner. Et je finis là-dessus en disant que l'Union africaine, pour moi en tout cas, fait ce qu'elle peut, mais non, je vais pas vous laisser dispose de je ne vais pas vous laisser aller jusqu'à là parce qu'il y a une question qui est réservée pour ce que vous voulez dire là. Je me retourne vers vous, hein, Joël. Alors, pour leur accueil au sein du syndicat des chefs d'État, le Gabonais Oligui Nguema et le Guinéen n'ont pas reçu un accueil digne d'une académie. Pourquoi selon vous? Une académie et puis quoi encore? Bon, ça se passait pour un syndicat des chefs d'État. C'est déjà heureux qu'on les y ait accueillis. C'est quoi? Ils ont troqué le treillis finalement pour les boubous et le costume. Et il suffit donc d'organiser ces élections factices pour être du bon côté. Donc il y a un manque d'approfondissement. Et on ne s'est pas autrement interrogé sur les conditions de ces élections qui les ont confirmées désormais ou qui les ont légitimées au sens de ce que nous acceptons comme démocratie ou qu'on nous présente comme telle. Donc je reprends en compte l'essentiel de ce que Hamzat a dit et on se désole de voir à chaque fois l'Union africaine dans cette espèce de rituel de condamnation, mais sans accord qui nous projette de manière attrayante vers une autre Afrique, une Afrique plus désirée. C'est vrai, elle tente ce qu'elle peut. Je ne sais pas, vous avez peut-être une autre question là-dessus, mais j'observe que au moins pour ce qui nous caractérise négativement, la floraison des putsch, mais des conflits également. Les conflits sont plus meurtriers que les coups d'État. Et ça, on ne le dit pas assez. Moi, j'ai été vraiment désolé de voir que le Soudan a été passé sous silence. Comment peut-on nier cette évidence-là? Est-ce que c'est pour éviter d'adresser ou d'indiquer qui sont les responsables, qui sont les complices de cette guerre-là, à la limite de ce génocide-là? Ce n'est pas sérieux de nier à ce point l'évidence. Et c'est là que l'Union africaine ou l'Afrique se fait rattraper par ses contradictions, ses compromissions à la limite. Et on dépend de tout. Et même en termes conceptuels, c'est ce qui est pratiquement élaboré d'ailleurs, qu'on essaie de domestiquer. Et il n'est pas étonnant, même s'il faille admettre que le Conseil de sécurité est l'organe central au terme de la Deuxième Guerre mondiale qui a le monopole de la force. Bon, donc il est peut-être utile de s'aligner, de s'inscrire dans le dispositif. Mais on a
On a créé des forces en attente dans les régions. En tout cas, parlons un peu de ce que nous avons, nous, en Afrique de l'Ouest, parce qu'en Afrique centrale, ça n'opère pas. Et quand c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique australe qui s'oppose ou bien qui a d'autres dynamiques. Donc, il n'y a même pas de synergie des communautés économiques régionales. On dit communautés économiques, mais qui se mêlent de questions politiques et voire militaires. Et les rôles sont enchevêtrés et finalement, c'est la déresponsabilisation. On s'étonne de voir tout d'un coup un pays ou des pays dessaisis de la médiation, et notamment sur la RDC. Et on a vu là 2 communautés économiques en rivalité, et la celle de la CEAC, voilà, qui ont été dessaisies au profit d'un trouble fait qui devient faiseur de paix, pour ne pas le nommer, le Togo. Bon, pour quel résultat d'ailleurs? Donc c'est quoi cette gymnastique, pour ne pas dire ce méli-mélo, que chaque fois on nous sert un rituel et en nous donnant l'impression qu'il faut quand même espérer. On oublie d'adresser au moins 2 questions fondamentales, en plus de la question des conflits. C'est l'effectivité d'une coopération interafricaine, d'une amélioration des échanges. Et tout ce qu'on a appelé ZLCAF et autres là, bon, c'est presque lettre morte. Et troisièmement, au niveau symbolique, dès qu'il s'agirait de Conseil de sécurité, de réforme des Nations Unies, ou pour faire élire quelqu'un, ou pour en cas attribuer un ou des sièges à l'Afrique, on ne saurait même pas parler d'une seule voix. On n'a même pas utilisé ce sommet pour dire, voilà, pour nous, c'est tel pays où c'est comme si que nous y allons. Et donc, finalement, à quoi bon tout ça? Alors, je me retourne vers vous. Adé, dites-nous un peu, pourquoi, selon vous, ils n'ont pas été placés au pilori et pourquoi le chef de l'État angolais a attendu ce sommet pour sortir cette balle du shérif? Il faut d'abord tenir compte du parcours du chef d'État angolais qui a été militaire et qui s'est mu en civil avant de venir au pouvoir. Il n'est pas forcément passé par un coup d'État comme les autres. Donc, il connaît bien la réalité du militaire et par rapport à la réalité du civil. Et il a voulu tirer la sonnette d'alarme. Mais il faut dire que c'est la mode, parce que tout le monde veut être donneur de leçons pour montrer qu'il est mieux loti que l'autre et qu'il est capable de lui montrer la voie, ce qui n'est vraiment pas évident. Parce que tout à l'heure, dans son propos, Hamzat il a surfé sur les pouvoirs militaires, la norme, l'exception et tout. Mais pour ma part, il n'y a pas de norme, il n'y a pas d'exception. Pourquoi? Il faudrait qu'on commence par écouter les peuples. Et même dans les discours, vous entendez la CEDEAO des peuples, la CEDEAO des chefs d'État. C'est comme si tout au coup, il y a un clivage entre les dirigeants et les dirigés. Alors, à un certain moment, il faut savoir ce que veulent les gens qui sont dirigés. Est-ce que ce n'est pas la non-acceptation de ce qui se passe en haut qui conduit au coup d'État? Parce que si jamais vous voyez un peuple qui est d'accord pour un coup d'État et qui porte en triomphe ceux qui sont les faiseurs de coup d'État, c'est qu'il y a un problème à la base. Donc, il faudrait que nous, Africains, on puisse se dire, ben, attendez, qu'est-ce qui se passe? Et il y a aussi une autre réalité, on copie tout des autres. C'est quoi nos réalités? Comment est-ce qu'on dirigeait avant l'avènement de l'Occident? Et comment est-ce qu'on peut faire la jonction entre cette réalité ancienne qui est de nos racines et la réalité d'aujourd'hui? Parce qu'avec la mondialisation, on ne peut pas s'enfermer. Ce serait une grosse erreur. Donc, quand le président angolais a voulu rappeler à ses amis que ce n'est vraiment pas la norme, d'abord pour éviter que d'autres pays fassent la même chose, parce que je veux... Oui, mais peut-être qu'il a dit tout haut ce que bon nombre de chefs d'État pensent tout bas. Oui, oui, forcément. Non seulement il a dit tout haut ce que bon nombre de chefs d'État pensent tout bas, mais il a aussi voulu être politiquement correct, parce que tout le monde cherche son intérêt. Le drame, c'est que... enfin, à ma lecture, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui pense à l'intérêt général. Et c'est ça aussi qui est une des faiblesses de l'Union africaine. Il faudrait qu'on puisse s'asseoir et dire, écoutez, nous avons des problèmes communs. Est-ce qu'on peut trouver des solutions auxquelles nous tous nous accordons foi? Non. Chacun veut tirer le drap de son côté pour montrer qu'il est capable de. À partir de ce moment-là, il y a un problème. Et la réaction du président angolais, c'est une réaction qui doit aussi amener les militaires au pouvoir. Il interpelle indirectement les gars de l'AES.
et d'autres qui auraient la même envie. Il veut leur dire, écoutez, on a des normes. Malheureusement, heureusement, on a des normes. Et il faudrait essayer de se mettre dans le moule. Mais tout le monde n'est pas prêt à se mettre dans le moule. Oui, mais Oligui et Doumbouya se sont mis dans le moule. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés là. Oui, mais c'est pas le cas de Assimi Goïta, de Tiani et de Traoré. Tati, ils se sont mis dans le moule comment? C'est quoi la réalité de ces élections? C'est-à-dire, aujourd'hui, Assimi et autres là, ils sont rejetés parce qu'ils n'ont plus de relations diplomatiques avec l'Occident. Ils ont des relations diplomatiques avec la Russie uniquement, alors qu'aujourd'hui, le Gabonais et le Guinéen ont encore tous les canaux plus ou moins ouverts du point de vue diplomatique. Et sur le plan, le plan constitutionnel, ils sont redevenus civils et ils ont pris le pouvoir en tant que civils et ils ont fait des élections. Mais derrière, tout à l'heure, le doyen l'a dit, les élections ont été faites comment? D'accord. On ne sait pas. Donc, en fait, l'Union africaine doit se poser les bonnes questions et on n'a pas forcément besoin de gros moyens pour atteindre ces objectifs-là. Il faut d'abord qu'il y ait une volonté et que la volonté soit ferme de pouvoir coopérer entre nous en tant qu'État, de pouvoir affronter les problèmes comme un seul homme, de pouvoir se faire confiance entre nous et d'accepter de prendre une part de sa souveraineté pour pouvoir donner naissance à l'Afrique ou plutôt aux États-Unis d'Afrique, même si ce n'est pas politiquement acté, mais que dans l'esprit déjà, ça puisse germer et qu'on puisse aller de l'avant. D'accord. Alors, Hamzat, vous êtes un expert en relations internationales. Vous allez me dire comment est-ce que vous avez accueilli et analysé les propos tenus par le président angolais lors de ce sommet. Adé a parlé de moralisateur, ce que bon nombre d'observateurs et d'acteurs et experts également de la vie politique africaine en pensent. Je résume ça en une seule phrase. Il a voulu donner des cours sans chercher à donner des leçons aux chefs d'État africains. Mais je pense que c'est une posture complexe. Parce que, vous savez, les défis du continent sont ailleurs. Disons-nous la vérité. L'Union africaine, telle qu'il est configurée aujourd'hui, répond très peu aux questions que se posent les Africains dans leur ensemble et que se posent aussi les États dans leur ensemble. Que propose l'Union dans cette configuration face aux défis auxquels fait face le continent, notamment en ce qui concerne les insécurités, les multiples insécurités. Je parle de l'insécurité alimentaire qui fait 300 millions quand même de victimes, de personnes atteintes. Personne ne parle des 6 millions de personnes qui meurent chaque jour de faim dans le monde, dont une bonne partie sur le continent. Personne ne parle de l'insécurité énergétique que traverse le continent. On parle de plus de la moitié du continent qui vit sans énergie. Et ça, c'est problématique. On ne peut pas amorcer les questions de développement si on ne règle pas les problèmes énergétiques. La question de l'insécurité économique aussi, parlons-en. Je vois tout à l'heure faire le point en parlant de la ZLECAf, qui aujourd'hui reste un éléphant blanc, c'est-à-dire une structure mise en place avec des tests, avec des moyens, mais qui n'est pas effectif, qui n'atteint pas les Africains qui veulent toutefois investir dans cette mobilité que promettait en tout cas l'Union africaine. Et au-delà, dans cette configuration, l'Union a mis en place le CSP, le Conseil de sécurité et de paix, qui gère quelle sécurité et quelle paix. Parce que quand on fait le bilan de ce CSP, quand on fait son véritable bilan, ce conseil était censé être tout de même le bras intellectuel censé prévenir les conflits et censé quand même amener les protagonistes à divers endroits du continent sur la table et proposer des choses. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Je pense que l'Union africaine ressemble à un grand bureau où on a des acteurs, des technocrates qui parlent finalement pour ne rien dire et ne rien proposer. Et ça ne fait pas avancer le continent, ça ne fait pas avancer l'Union. Je pense qu'on va aller, malgré ce qu'il souligne tout à l'heure, malgré ce que Adé souligne tout à l'heure par rapport à la mondialisation, on est obligé. Je pense que l'Afrique perd des points face à cette mondialisation et risque, avec cette configuration de l'Union en tout cas, d'aller vers une implosion. Et une implosion voudrait dire une redistribution des cartes et peut-être un retour
vers la gestion des États africains au sens vraiment individuel, unilatéral. Et ça, ce serait dommage pour l'ensemble. La deuxième chose, à ce niveau, je pense que le positionnement géopolitique de l'Union africaine pose problème. Et dans le monde, et même sur le continent, face aux enjeux auxquels notre monde fait face aujourd'hui, quelle est la voie de l'Union africaine quand il s'agit de résoudre les questions internationaux, les questions liées à la géostratégie, à la géopolitique? L'Afrique, malgré que le temps passe, a très peu de voix influentes sur les autres États, sur les autres ensembles. Et ça, c'est quand même dommage. Et enfin, la question des finances. On observe que l'Union se perd complètement d'objectifs et n'essaie surtout pas de se doter de fonds propres de gestion à l'interne. Et ça, c'est difficile. Je ne vois pas comment on peut arriver à créer une entité pérenne qui puisse impacter les Africains si on ne se dote pas de moyens propres. S'il faut attendre 70% de fonds provenant de l'Occident à chaque fois pour faire tourner la machine, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et ça, je pense que c'est des problèmes sur lesquels il fallait se concentrer que de tirer à boulet blanc, parce que je le dis, c'est des munitions qui sont complètement vides en réalité, tirer sur des chefs d'État ou des militaires si vous voulez, ou des régimes, sans pour autant proposer des choses pérennes pour ne fût-ce que commencer un début de changement. C'est simplement ne rien faire. C'est comme l'autre qui disait, courir dans tous les sens, c'est une façon de ne même pas faire un seul pas en avant. Alors justement, on parle de tirer. Lui, il a tiré à boulet blanc, mais moi, je vais tirer sur vous à boulet rouge parce que lorsque le président angolais a parlé de blanchiment de coup d'État, il faisait référence à quoi? Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est de savoir, aujourd'hui, ce blanchiment de coup d'État au niveau du continent, les experts électoraux, les experts en gouvernance, vous estimez qu'aujourd'hui, si nous nous retrouvons face à cette situation, l'Union africaine est mise au banc des accusés? Oui, elle est au banc des accusés par manque de volonté d'approfondissement. Peut-être qu'il y a des pesanteurs qu'elle n'arrive pas à dégager. Mais structurellement, Hamzat a posé une question aussi symbolique que structurelle. Si 70% des fonds utilisés pour le fonctionnement de cette union proviennent de l'Union européenne, des bailleurs de fonds étrangers, si c'est la Chine qui construit le siège de l'Union africaine, et que sais-je encore, au niveau symbolique, c'est déjà mal parti. On a eu le NEPAD en temps, mais on sait où ça a été pensé, dans quel laboratoire, et que sais-je encore. On a parlé même d'évaluation par les pairs, pour que les dirigeants acceptent au moins le regard critique de leurs pairs. Et tout ça a été vain comme effort. Donc, au niveau de la gouvernance, il y a peut-être une ingénierie insuffisante pour domestiquer les outils des autres et mettre au goût du jour ce qui pourrait nous être propre, authentique et pertinent. Je l'admets, parce qu'au finish, nous sommes devant des coquilles quasiment vides, une démocratie institutionnelle, oui, avec leur lot ou rituel d'élection qu'on fait certifier d'une manière ou d'une autre par une forme de complaisance internationale. Et maintenant, on le voit. Et c'est peut-être heureux que le président angolais ait tiré sur la sonnette d'alarme. Parce que ce blanchiment au sommet, là, envoie quel message quand même l'Union africaine... Oui, mais est-ce que certains chefs d'État ont le droit ou ont raison d'avoir des inquiétudes? Ben, oui, il en faut. Si on est ensemble, c'est qu'il faut s'assurer que les autres soient fréquentables, ou bien qu'on le soit soi-même. C'est un minimum de valeurs partagées dont il faut s'assurer. Sinon, on est dans quelle comédie, là? On est dans quoi? Yes. Donc, il est bon que ces questions soient posées, mais elles doivent être encore plus approfondies. Même celui qui a été porté à la tête de l'Union africaine et de son pays pose problème. On n'a trouvé que ça, on a trouvé que, sauf son respect. Et le Burundi lui-même est toute une question.
en soi, en termes de sécurité, de gouvernance. Et c'est le président de cet État. C'est vrai, peut-être qu'on a vu Fachi aussi il y a quelques temps. Peut-être que le miracle viendra par lui. Hein. Sait-on jamais, voilà. Mais on a vu porter à la tête de la commission peut-être quelqu'un à minima, un diplomate de carrière qui connaît un peu tout. Il connaît tous les dossiers, il a fait tout le circuit de l'Union africaine. Mais de quelle est l'effectivité de son pouvoir? Quel est son leadership? Quel est son pouvoir moral? Donc on a l'impression au fond qu'on est heureux de faire semblant. On va se caresser un peu le nombril. On lance de temps à autre une pique. On aura un chef d'État qui fait une saillie selon son aura médiatique ou son organisation médiatique. Ça va continuer à occuper pendant que les problèmes que Hamzat a énumérés sont là, nous interpellent. Et je ne vais même pas sur la question de la science, de la technologie. Là où on doit exister dans le monde, par nous-mêmes, là, qu'est-ce qu'on en fait? Quel est l'avenir qu'on offre aux jeunes? Je ne veux même pas parler des crises de migration, mais des problèmes migratoires. Mais pour ceux qui restent, qu'est-ce qu'on offre comme perspective? Et si au moins on interpellait nos dirigeants, si tous s'engageaient à offrir une éducation de qualité à la jeunesse, peut-être qu'elle serait moins désespérée, que nous serions plus fiers, que nous commencerions à être des producteurs de valeurs, de biens et à exister au-delà des 2-3% dans le commerce mondial. Alors, Adé, je me retourne un peu vers vous et je reviens sur la question du blanchiment de coups d'État. Comment et pourquoi l'Union africaine se rend-elle complice du dit blanchiment? D'abord, il y a la réalité sur le plan international, ou plutôt l'imposition d'un système de gestion politique, qui est la démocratie. Et la démocratie passe forcément par les élections, d'après ce qu'on nous dit et d'après ce qu'on a pratiqué jusqu'à ce jour. Et chaque État qui se retrouve dirigé par un militaire, qui par suite devient un civil, le président peut se réclamer démocrate parce qu'il a désormais satisfait aux exigences de la démocratie. Mais en fait, c'est du leurre. Oui, mais certains estiment que l'Union africaine se rend complice de par les observateurs que l'Union africaine envoie sur le terrain. Oui, mais parce que le discours est toujours le même. Ça s'est bien passé, juste quelques cas isolés, taux de participation. Tatiana, l'Union africaine ne veut pas montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire face à ce qui ne va pas. Un, de deux. Déjà, les États ne cotisent pas, donc voilà, si ils continuent à ne pas cotiser, il n'y a pas de problème. Et les Occidentaux ne sont plus prêts à mettre leur argent dans du bouffe. Ce que je veux comprendre en vous posant cette question, c'est de savoir, déjà les États ne cotisent pas. Et lorsqu'on envoie ces observateurs couvrir ces élections, ces observateurs de l'Union africaine, attendez, ces observateurs, donc c'est ces observateurs qui disent donc, quand vous arrivez là-bas, dites que tout s'est bien passé. Alors à ce moment, nous-mêmes, notre jugeote, elle est où? En tant qu'Africains. En tant qu'Africains, il faudrait d'abord qu'on se réveille. Parce qu'on n'est pas encore réveillé, là? Non, on n'est pas encore réveillé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 1960, on n'est pas réveillé? La jeunesse africaine d'aujourd'hui est meilleure que ce qu'a été nos pères, mais il faut beaucoup plus. Et nous sommes tous conditionnés par l'Occident et par, quoi qu'on dise, hein, la traite négrière et tout ça ont leurs conséquences et malheureusement ça continue. Et sans oublier les autres armes. Franchement. Les autres armes. Non, Tatiana. Non, allez-y. Je donne juste un exemple. Mamadou Bineta, je ne sais pas, il y a un livre comme ça, un livre dans lequel on nous a appris très tôt que le noir est inférieur au blanc. C'est psychologique. Vous n'allez pas nous dédroter de notre sujet de cet après-midi. Non, parce que vous allez vous égarer. Non. Moi, j'attends ma réponse à ma question posée. Donc, ne m'amenez pas dans Mamadou Bineta qui sont devenus grands maintenant. Le blanc. Non, je suis en train de vous dire que nous sommes conditionnés. Et tant que nous n'allons pas prendre conscience de ce que nous vivons, nous ne pouvons pas quitter la matrice. Et sans quitter la matrice, nous ne pouvons pas évoluer. Ce que je dis, ce n'est plus forcément stratégique, politique et tout, mais c'est profondément humain. Alors, le blanchiment dont on parle, c'est voulu. C'est un blanchiment mis en place volontairement par les différents acteurs. On ira gérer même plus loin. Il y a même des militaires qui ont l'aval de certaines puissances avant de passer à l'action.
Donc, tout est une question d'intérêt dans le monde. Et chacun essaye de tirer ses marrons du feu et d'avoir le plus possible. Si jamais l'Afrique un jour devenait une et indivisible, ça ne fait pas les affaires des Occidentaux. D'accord, on vous aura compris. Parce qu'ils ont besoin de pantins qu'il faut manipuler. Depuis les années 70, ils ont manipulé beaucoup de chefs d'État africains et ils continuent de le faire. Par exemple, si on doit prendre 70% des ressources de l'Union africaine chez des bailleurs étrangers, comment est-ce qu'on peut diriger nous-mêmes? C'est comme si je suis chef de famille et que c'est vous qui me donnez la main. Cotisez alors au niveau de l'Union africaine pour que l'argent ne puisse plus venir de l'Europe. Oui, cotiser, d'accord. Cotiser, mais quelles sont les réalités au niveau des États, les réalités économiques au niveau des États? C'est quoi le PIB, c'est quoi le SMIC? Que gagne le plus petit paysan et comment est-ce qu'il vit? Hamza a parlé tout à l'heure d'éducation, d'énergie et tout. Il faudrait qu'on se concentre sur ces réalités-là pour nous permettre d'émerger un peu afin de résoudre les problèmes supra. Joël Adé, Hamza, ça mérite un autre débat. On reviendra sur ce plateau. Alors, pour sortir du sujet africain de cet après-midi, ce blanchiment avait déjà été dénoncé par Idriss Déby Itno, vous l'avez dit, c'était en janvier 2016. Il déclarait, je cite, « Nous parlons toujours trop, mais nous n'agissons pas assez et parfois pas du tout. » Là, c'était au 26e et au 39e sommet. Le président angolais remet le couvert. Alors, vous qui êtes expert en relations internationales, de cette déclaration du 26e sommet à la déclaration du 39e sommet, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Il faut le dire clairement, c'est que l'Union africaine est restée dans une configuration qui ne répond pas aux questions auxquelles les Africains se posent. Je le dis. Je ne suis pas d'accord tout à l'heure quand Adé parlait de cette génération meilleure que les autres, parce que quand je prends la génération de Nnamdi Azikiwe... la génération qui a l'Umaradou et Bineta sont devenus grands. Alors des pères penseurs de ce que devrait être l'Union. Aujourd'hui, il y a un professeur en relations internationales, Pierre Asner, qui n'est plus, qui soutenait en fait que l'État importé est un échec. Il a parlé de notion de produits périmés. Et ça, on ne le voit pas assez. C'est-à-dire quand on importe des choses qu'on ne peut pas s'approprier, de facto, ça peut se périmer dans nos mains. Et ça, c'est grave. Je pense que dès qu'il y a eu Union européenne, on s'est dit, oui, il faut tenter l'Union africaine en tuant, bien sûr, l'OUA et en reposant des bases qui ne répondent pas aux réels problèmes du continent. Les réels problèmes du continent, on les a identifiés depuis 1960. C'est la question de l'éducation, c'est la question de l'autonomie alimentaire. La santé, combien d'États, et j'inclus l'Angola, combien d'États sur le continent, surtout dans la zone de l'Afrique subsaharienne, sont capables de se dire oui, nous sommes dans une posture de suffisance alimentaire. Combien d'États? Il n'y en a pas beaucoup. Et ça, est-ce qu'il y en a même? C'est une très bonne question auquel il faut véritablement se pencher pour trouver des éléments de réponse. Mais hormis cette question de l'insuffisance alimentaire, de l'insécurité alimentaire, il y a beaucoup d'autres questions qui restent posées. La question des déplacés sur le continent. Avant même de parler de la question de l'immigration illégale, quel est le traitement que l'Union africaine réserve à ce problème? Quand je prends le conflit au Soudan, ça alimente des millions de déplacés. On parle de millions de personnes qui ont quitté leur résidence, qui ont quitté leur lieu habituel pour aller ailleurs et qui n'ont même pas de ressources pour vivre au jour le jour. C'est terrible, en fait, quand on fait le point de ce qui ne fonctionne pas sur le continent. Mais derrière, vous allez voir des chefs d'État qui veulent rester dans un état de soumission, il faut le dire de façon claire, de soumission vis-à-vis des bailleurs, parce que c'est de ça qu'il est question. Si les bailleurs vous financent, c'est qu'il faut aussi défendre les positions de ces bailleurs vis-à-vis de ces questions, notamment la question de ne pas légitimer les militaires à la tête des États, la question de défendre le politiquement correct. Et ça, il faut le dire, c'est que ça ne répond pas aux vraies questions du continent. Et je termine là-dessus en disant une chose, c'est que l'échec de l'État importé, ça se perpétue en réalité. Non seulement l'État importé
est un échec, parce que quand on dit qu'est-ce qu'un État sur le continent aujourd'hui, on parle d'hymne national, on parle de nation, alors qu'en réalité on n'est pas de véritables nations, on parle d'un test fondamental qu'on ne respecte plus, qu'on fout littéralement au pied, on parle... Chacun touche les virgules. D'un drapeau vert, jaune, rouge, enfin, qui n'a aucun sens culturel sur les peuples, et on oublie la chose la plus importante, c'est que un État est surtout construit sur une base sociale. D'accord. Et quand la base sociale est mise de côté, je pense que le politique échoue. On l'a constaté depuis 1960. Le technocrate qui veut montrer qu'il peut porter un costume et imposer sa doctrine au bas peuple aussi échoue. Et ça pose après le véritable problème auquel on fait face aujourd'hui, c'est-à-dire le défi de nos États à passer d'État nation à État du peuple. Non, non, pas État-nation. Enfin, pas d'État-nation. Les nations plus, ont été dissolues. On n'a pas réglé les problèmes de développement de nos États qui sont restés dans une posture d'État sous-développé, sinon sous oxygène de l'Occident et aujourd'hui de la Chine et de la Russie, malheureusement sur des plans très méticuleux que sont la question de la sécurité, la question de la souveraineté. Et si on perd encore ce pan qui nous restait, c'est le seul pan qui nous restait, la sécurité et la question de la souveraineté. Si on perd ce pan, je pense qu'on va perdre la bataille face aux défis auxquels on fait face. Alors, non, Adé, on n'a plus de temps. Vous parlez de sécurité et de souveraineté, ça me permet de nous retrouver du côté du Royaume-Uni. En cas de frappe sur l'Iran, Londres a refusé de prêter ses bases aériennes à Washington. Le président américain s'est accordé 10 à 15 jours pour pouvoir frapper Téhéran ou non. Alors, il s'est rappelé de son allié anglais. Et voilà que l'anglais, traditionnellement allié ou à la remorque, se rebiffe. C'est vraiment ça qui est nouveau dans l'affaire, même si Israël se rend disponible dans tous les sens du terme, pour faire même le sale boulot que ne voudraient pas faire les Américains, éventuellement descendre au sol pour achever les frappes lointaines. Bon, on est encore loin de la coupe aux lèvres. On voit même Donald Trump qui demande à prendre le temps de la réflexion, après nous avoir annoncé qu'il était pourtant prêt avec la plus grande armada ou flotte. Peut-être c'est la dernière sortie de l'Ayatollah qui l'a fait à nouveau réfléchir. Comme disaient certains, c'est pas le Venezuela quand même. Et bref, il est important quand même de noter que au niveau du front occidental, les Britanniques étaient les alliés inconditionnels des États-Unis est tenu à signaler leur position indépendante, non alliée. Et je ne sais pas quel en sera l'effet sur le reste de l'Europe parce que les Britanniques ne sont pas aussi bien ancrés, acceptés par le reste de l'Europe. D'ailleurs, ils ont fait le Brexit, entre autres. Et ils sont dans leur singularité. Ils sont dans leur monde. C'est une position qui signale quand même qu'il est possible, à ce niveau-là, d'arrêter la machine de Donald Trump. Oui, de Donald Trump, la machine de la déraison, de la folie. Alors, jusqu'à quel point les Britanniques pourront-ils tenir? Et qu'est-ce qui, en cela, empêcherait les Américains de faire autrement? Ils vont se trouver d'autres alliés, d'autres pays à survoler. C'est vrai qu'à travers les Britanniques qui disposaient des bases d'écoute des télécommunications au niveau mondial, sans parler de l'île de Diego Garcia, ou de Chagos, voilà, qui a été loué aux Américains et qui se retrouve au cœur d'un imbroglio. Vous parlez de souveraineté. Où sont les peuples? Les Chagossiens ont été chassés de leur terre pour retourner sur l'île principale de Maurice et ont dû même abandonner les sépultures de leurs parents, n'ont pas le droit d'y retourner. Donc on est allé jusqu'à cela et que les États-Unis trouvent normal d'empêcher des êtres humains de faire vivre, d'entretenir le lien fondamental avec leurs géniteurs, avec en cas leurs ascendants. Voilà à quel niveau de déshumanisation nous sommes parvenus. Et bien malin qui dirait ce qui se passerait. Jusqu'à quel point les Britanniques pourraient-ils tenir? Les Américains ont
naturellement, à portée de main, leurs mesures de représailles, c'est désormais connu, la panoplie trumpienne, c'est les droits de douane, c'est... Les droits de douane certains qui ont été cassés par la Cour suprême. Hein. Voilà, alors on est dans ça. Et je pense que la position britannique indique qu'il est possible de dire non pour inaugurer un autre oui, pour construire quelque chose. Il ne suffit pas de dire non. La question, c'est de savoir maintenant comment on reconstruit la sécurité dans le monde, comment on redéfinit les rôles pour que on en finisse avec ce unilatéralisme, ce suprématisme des Américains. La fin du multilatéralisme est peut-être là, mais il faut inventer un autre monde où chacun soit tenu au mieux responsable de ce qu'il fait et ne se croit pas libre de faire tout ce qu'il veut, de disposer du monde entier par le mépris le plus total, même pour ses alliés. On a vu le mépris de Trump pour Macron, mais voilà qu'il exprime pour un vieil allié comme l'Angleterre. On va vers une recomposition, me semble-t-il, si les peuples prennent conscience, prennent le relais, si les opinions publiques plus précisément, parce que les peuples c'est un peu trop vague, mais les opinions publiques arrivaient à se faire entendre. Peut-être que ça pourrait être le début de quelque chose d'autre. Alors Adé, vous êtes juriste, vous êtes également internationaliste. Alors comment analysez-vous ce refus sec du Royaume-Uni par rapport aux États-Unis? Et nous savons tous que le prêt des bases, des bases anglaises aux États-Unis, c'était un vieux contrat. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce couple qu'on attend admirer, le couple États-Unis-Royaume-Uni, est en train d'avoir de l'eau sur les tuyaux d'échappement? Le tandem États-Unis-Royaume-Uni est en train d'avoir du plomb dans l'aile. Parce que les Anglais se disent trop c'est trop. Trump, il se permet trop de choses. Il prend ses aises à tout moment. À telle enseigne qu'aujourd'hui, il n'y a plus de loi. La loi qui dirige le monde aujourd'hui, c'est la violence. Et la loi du plus fort. Et la loi du plus fort. Alors, les gens se disent, mais si on le laisse faire, c'est que ça risque de nous arriver aussi. Parce que beaucoup oublient, quand la maison du voisin brûle, que vous ne l'aidez pas à éteindre sa maison, votre maison va brûler par la suite. Et les Américains, les Anglais ont très tôt pris conscience de ces réalités-là. Et surtout, ils ont pu remarquer le mépris de Trump par rapport à beaucoup de dirigeants européens. Tout à l'heure, Joël a parlé de ce qu'il a fait avec Macron. Et il pourrait le faire avec n'importe lequel d'entre eux. Sans oublier même que l'attaque du Capitole et tout le reste, tout ce qui s'est passé avant qu'il n'arrive. Et aussi cette volonté qu'il a avec ses rapports avec les Sud-Africains, son côté un peu ségrégationniste. Et quand on regarde aussi l'histoire des États-Unis, on en parlait tout à l'heure de l'île de Chagos, mais c'est dans l'ADN de l'Américain de chasser le propriétaire de la terre, de prendre sa terre. Donc, tout mis ensemble, les Anglais se disent, attention, si nous continuons comme ça, un jour, on peut se retrouver comment on appelle ça, devenir la cible des Américains. Donc, pour éviter d'abord une guerre inutile et des morts, pour essayer d'éviter une guerre mondiale qui peut être enclenchée par une attaque durable de l'Iran, parce qu'il ne faut pas oublier la Russie et la Chine qui sont là. Il y a aussi la Syrie qui sont là et qui sont en attente et qui observent. Dans le même temps, on a des démarches diplomatiques qui sont aujourd'hui une réalité et qui pourraient donner un résultat acceptable autour duquel tout le monde pourrait être satisfait. Mais si on laisse Trump aujourd'hui donner libre cours à ses envies, on va aller à des résultats vraiment catastrophiques. Et les Anglais, ou plutôt l'opinion anglaise, à travers son Premier ministre, ont exprimé cela. Et Trump, comme il ne veut pas, c'est le genre de personne qui se dit « je fais tout ce que je veux », mais il se rend compte que ce n'est pas possible. Même Dieu, des fois, tient compte de la vie des hommes pour faire certaines choses. Donc, Tatiana, une petite incursion. Quand Adé parlait de ce qui pourrait vous arriver, mais c'est déjà en train d'arriver à l'Europe à travers l'Ukraine. Voilà. Et la position anglaise est fermement aux antipodes
de l'approche américaine de sortie de crise en Ukraine. Je pense que c'est une continuité et c'est le début d'une forme de résistance, de repositionnement de l'Europe. Le monde va se reconstruire avec les BRICS et consorts. Bientôt, les rapports seront autres que ceux que nous avons toujours connus. Parce que l'Europe n'accepte pas le mot de règlement américain actuel. Alors, Hamzat, le président américain, il démarre au quart de tour, c'est-à-dire que quand il décide, il fonce et c'est après qu'il essaye de faire un rétro-pédalage. Alors, la question, c'est de savoir, ce refus britannique-là, comment il compte leur faire payer ce refus-là? Et ensuite, est-ce qu'aujourd'hui, le refus de Londres n'est pas un peu lié au chaos qu'on a vu en Afghanistan et à Bagdad? Les Américains n'ont jamais gagné de guerre. Tout à l'heure, j'avais mon stylo. Ça devrait peut-être vous dire quelque chose. On a un président à la tête des États-Unis qui est armé d'un stylo et qui prend les décrets au quart de tour. Hein. Et c'est quand même dommage parce que à toute résistance, il oppose un décret. Et on a droit à un décret ou 5 secondes. Voilà. Et je pense qu'il pourrait peut-être mettre en avant la question de la taxe sur les Britanniques comme étant peut-être un moyen de pression, de la punir. Alors, je ne pense pas que Donald Trump soit le premier chef d'État américain à montrer ou à mettre en avant la puissance dans les relations internationales. Je pense que juste un peu après la fin de la guerre froide, on avait un George Bush père aussi qui avait tout de même ce genre de tendance et qui disait, il posait d'ailleurs une équation 2 puissance moins 1 égale 1. Et il disait, nous entrons dans l'ère unipolaire, ère dominée par les Américains sur tous les plans, le plan idéologique, le plan politique, le plan économique, le plan stratégique, le plan sécuritaire. Et ça a montré ses limites quelques années après, parce que le constat du terrible échec de ce monde unipolaire, c'est qu'aujourd'hui on constate que le monde est devenu multipolaire. Sauf que Donald Trump ne le voit pas. Donald Trump est passé de la posture du gendarme autoproclamé qu'étaient les États-Unis vers celui du propriétaire du monde. Et dans cette posture, il va être difficile de lui faire entendre raison. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que l'Iran n'est plus un cas isolé. Attaquer l'Iran, ce n'est pas attaquer, je ne sais pas, les îles Galapagos ou les archipels. Ou le Venezuela. Voilà. Non, c'est une question sérieuse qui va impliquer des conséquences terribles à l'échelle mondiale. Et c'est ça que les Britanniques redoutent. Par exemple, en disant non, nous n'allons pas donner ou cautionner l'utilisation de cette base sur l'île de Diego Garcia pour faciliter une implémentation américaine pour attaquer l'Iran. Parce que attaquer l'Iran à travers l'île de San Diego, à travers l'île de Diego Garcia, c'est comme si les Britanniques donnaient l'onction. Exactement, c'est comme s'ils étaient favorables à ce genre de choses. Et on n'oublie pas, parce que l'Ukraine aujourd'hui est dans un embrouillamini terrible au cœur de l'Europe. Et je pense que dans cette posture, ça n'avantage plus les Occidentaux de continuer ouvertement à créer des conflits dont on ne sait pas quand est-ce que cela pourrait aboutir à une véritable fin. Et l'autre chose, on ne le dit pas aussi assez, c'est vrai que les Britanniques ont quitté l'Union européenne avec les conditions qu'on sait à l'époque, mais traditionnellement, géographiquement et idéologiquement, ils s'identifient toujours au vieux continent. Exactement. Et ça, on ne peut pas l'oublier de sitôt. Donc, Donald Trump n'a pas beaucoup de moyens de pression sur les Britanniques, et encore moins quand il s'agira de déchirer, je vais dire, le voile entre l'Union européenne, entre l'Europe traditionnelle et les Britanniques. Et je finis là-dessus en amorçant cette question véritable de l'Iran, parce que le fond reste toujours l'Iran. Est-ce que Donald Trump a véritablement la capacité et les ressources pour attaquer l'Iran aujourd'hui? Parce qu'on sait que malgré les ressources dont les États-Unis étaient dotés dans les années 2000, ils ont échoué par rapport à l'Afghanistan, ils ont échoué par rapport à la Syrie, et même la question de la Libye qu'on sait aussi partager, c'est un constat de
terrible échec. Aujourd'hui, il n'y a pas d'État libyen, il n'y a pas de démocratie en Libye, malgré ce discours qu'on nous a servi. Et le tube, vous vous rappelez du célèbre tube, voilà, pour dire, pour légitimer, je vais dire, la violence comme étant le moyen, exactement, comme étant le moyen de répondre aux questions auxquelles faisait face l'Irak. Ça a échoué. Donc, je pense que le narratif aujourd'hui qui consiste à dire l'ennemi c'est l'autre, l'ennemi c'est l'Iran, l'ennemi c'est celui qui veut enrichir l'Iranien alors qu'on n'en sait strictement rien, eh bien, c'est ce narratif qu'il va falloir corriger, sans quoi je pense que Donald Trump va se retrouver tout seul dans 2 ans dans un bourbier et politiquement, cela pourrait aussi avoir un impact dans son propre camp parce qu'il faut rappeler que des voix commencent par se lever au sein même du parti républicain. Vous avez parlé de l'Iran, donc on termine par l'Iran. Téhéran veut un accord rapide après l'ultimatum de Donald Trump sur le nucléaire. Alors, Adé, dites-nous un peu, une sortie de crise sur le nucléaire entre Téhéran et Washington est-elle possible? Alors, et pourquoi Téhéran rejette l'ultimatum de Donald Trump? Non, Téhéran rejette l'ultimatum parce qu'aucun pays ne voudrait se retrouver en guerre, parce que les États-Unis veulent faire des frappes aériennes pour détruire le maximum de sites d'enrichissement d'uranium et tout ce qui est site stratégique en Iran, ce qui vraiment, in fine, va ramener le pays à 20 ou 30 ans en arrière. Un. De deux, les populations suffisamment des sanctions américaines, le peuple est phagocyté. C'est vrai qu'il a pris les manifestations du 13 janvier pour pouvoir attaquer le pays, mais ce n'est pas une raison parce que chaque fois qu'il attaque, il y a des Iraniens qui meurent. Et ça aussi, c'est un autre problème parce qu'ils n'arrivent pas à faire le distinguo lors des frappes. Ce n'est pas possible. Maintenant, les Iraniens, on les voit comme des pays dits terroristes en griffe. Donc, Ah non, l'Iran, c'est une grande civilisation. Non, c'est dire, je parle de ce que disent les Occidentaux pour pouvoir les attaquer comme ils le veulent. Bah non, pas tous les Occidentaux, cette fois-ci, il faut dire les Américains. Les Américains. D'accord. Bon, de toute façon, c'est le chef de file, hein, l'Amérique. Ah non, plus maintenant, parce que ça commence à crier entre eux là-bas. Donc, allez-y. Donc, forcément, l'Iran trouve qu'il est plus sage de s'asseoir, de trouver des accords. Les accords sont en cours actuellement. Sur le plan diplomatique, l'Iran est prêt à faire des concessions. Mais au niveau de l'enrichissement de l'uranium, ils ne peuvent pas tout accepter parce qu'ils se disent utilisent l'uranium pour l'électricité. Ils sont souverains. Entre 2 et 6%. Mais au-delà de 20%, non, jusqu'à 20%, c'est pour la santé. Mais au-delà, ça pourrait servir à autre chose. Mais pourquoi les Américains veulent les empêcher d'enrichir totalement l'uranium alors qu'ils ont un peuple dont ils doivent prendre soin? Donc, c'est-à-dire que Donald Trump aussi, excusez-moi, des fois, il manque de clarté dans ses actes, puisqu'il ne peut pas demander aux autres d'accepter ce que lui-même il n'accepterait pas chez lui. Si les gens souffrent, pas parce qu'ils ne peuvent pas en prendre soin, mais parce qu'on leur impose des conditions qui les empêchent d'en prendre soin, c'est que le peuple a des problèmes. Et les dirigeants iraniens, Téhéran a tout fait de dire non, parce que ça ne va pas passer. Maintenant, si malgré leur volonté d'avoir des accords qui pourraient apaiser la zone et donner à chaque partie en griffe ce qu'il veut, les Américains continuent ou font du forcing pour attaquer le pays, tout le monde va prendre acte. Et les autres pays qui sont le soutien de l'Iran vont réagir. Et les clivages entre occidentaux vont s'agrandir. Alors, je me retourne vers vous. Joël, comment expliquez-vous un peu la position de Washington qui est mi-figue, mi-raisin à la fois? Je m'explique. Washington, il y a une interdiction demandée du côté de Téhéran de ne pas enrichir l'uranium. Mais de l'autre côté, lors des négociations, à aucun moment, Washington en fait la demande. Il ne négocie pas. Au moment des négociations, ça ne figure même pas sur la liste des demandes faites par les États-Unis. On voit très bien qu'on est là en présence de prétextes fallacieux. Ce qui veut noyer son chien à la queue de rage. Non pas que les Iraniens soient des anges, hein, les ayatollahs, les barbus. Hamzat m'excuse, là. Lui, il a tous une barbe noire. Les autres ont des barbes blanches, là. Et, bon, sont en partie des fous de guerre, mais c'est aussi des gens dotés de raison, de stratégie. Et les Américains ont pris conscience qu'ils n'ont pas affaire à n'importe qui, à n'importe quoi. Oui, l'ayatollah l'a dit depuis 45 ans. Non seulement il l'a dit, mais bon,
peut-être qu'on ne prenait pas ça au sérieux, mais on se rend à l'évidence que ça peut être du tal-talé, comme on dit, que ça va être une autre partie, une autre fois d'empoigne. On a parlé tout à l'heure des Britanniques, des Européens qui redoutent les conséquences, non seulement en termes de prolifération, des conflits, d'attaques chez eux, mais de répercussions sur le commerce mondial, tout ce qu'il va y avoir comme inflation avec le blocage des canaux et des voies de navigation maritime internationale. Mais les Iraniens ont une capacité de nuisance. Ils peuvent faire très mal à l'allié indéfectible des États-Unis dans la région, qu'est Israël. Un autre allié ou bien d'autres alliés des États-Unis ne sont pas plus si inconditionnels que ça. C'est l'Arabie saoudite, c'est, disons, le monde sunnite qui semble avoir différé ses contentieux avec les chiites qui sont en Iran en voyant les dégâts qui pourraient être causés. Et on voit l'Arabie saoudite pratiquement appeler à l'apaisement, non seulement peut-être parce que elle sort d'un récent accord de paix ou d'une négociation qui a été parrainée par la Chine entre l'Iran et elle. Et donc il y a d'autres dynamiques qui font que les États-Unis ne sont pas en territoire conquis. Il faut faire avec beaucoup de réalités géopolitiques. On avait parlé de l'Iran, de la Russie. Beaucoup de si, et finalement, comme il se passe traditionnellement, et les plus grands conflits, les conflits les plus meurtriers, hélas, se terminent quand même par la rencontre des belligérants autour d'une table de négociation. Là, ils ont commencé même, avant même d'avoir tiré. Et gageons, souhaitons que, au-delà du bluff, au-delà de la folie éventuelle de chacun ou de chacune des parties, on en vienne à l'essentiel. Je me ferai l'avocat du diable, cependant, pour contredire un peu en disant que non seulement ils ne sont pas des innocents, ceux qui sont au pouvoir en Iran. Et chacun peut jurer ses grands dieux que c'est pour le bien des populations, c'est pour des performances civiles. Enfin, c'est pour un usage absolument civil qu'on veut aller qu'on veut aller en enrichissement. Mais il y a toujours le volet militaire qui n'est jamais loin. Et en termes de puissance, en termes d'organisation souveraine, l'Iran aurait absolument tort de se priver de ça. C'est ça qui lui permet de se faire respecter. Et tu as parlé de grande civilisation, je ne sais plus, mais c'est effectivement une grande civilisation persane qui aujourd'hui fait la jonction avec le monde moderne et ses outils que sont notamment l'atomique. Alors, il vous revient à vous, Hamza, de clôturer cette émission. L'Iran a-t-elle raison de bander les muscles comme elle le fait en ce moment, prêt pour la diplomatie, mais aussi pour la guerre, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Maintenant, cette démonstration, est-ce qu'elle passe déjà par la fermeture du détroit d'Ormuz, comme on l'a vu pendant 5 heures de temps la semaine dernière? Alors, je dirais quelque chose qui va vous surprendre. Je pense que pour la paix dans cette région, il est impératif de laisser l'Iran développer l'arme nucléaire. Pourquoi? Vous savez, à travers l'histoire, il y a un concept qu'on appelle le concept de l'équilibre de la puissance. Dans la sous-région, aujourd'hui, Israël est doté de l'arme atomique. C'est connu de tous. Et l'équilibre de puissance, en réalité, c'est une notion qui veut en réalité dire, si nous sommes sur les mêmes pieds d'égalité, on ne va jamais s'affronter. Quand le Pakistan s'est doté de l'arme nucléaire, ça a tout de même relativisé le conflit avec l'Inde voisine. Et c'est pareil, quand vous allez en Asie, à partir du moment où la Corée du Nord s'est dotée de l'arme nucléaire, je pense que les velléités d'attaquer son voisin, enfin provenant bien sûr du Sud, se sont estompées. Je pense qu'on parle de guerre froide, mais la guerre froide a fait des millions de morts, surtout dans cette partie de l'Asie. Et on ne le dit pas assez, c'est-à-dire si l'Iran est doté de l'arme nucléaire, ça va équilibrer la puissance dans la région et je pense que ça va protéger en quelque sorte aussi les sunnites. Vous êtes sûr qu'elle n'a pas déjà cette arme-là? Alors, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les petits dossiers ou les petits papiers de l'AIEA, parce que c'est cette agence seule qui, tout de même, peut me dire, oui, l'Iran a abouti. Bah oui, on a vu ce qu'elle nous a dit en Irak, hein, et puis... Je pense que fondamentalement, l'AIEA n'a
pas aujourd'hui les ressources nécessaires pour établir un vrai bilan de l'état de la situation en Iran. Mais ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la question du rapport de force dans la sous-région. Je pense que laisser Israël uniquement être doté du pouvoir d'attaquer qui il veut, quand il veut, comment il veut, je pense que c'est tout de même un risque. Et ce risque, l'Iran ne veut pas porter ce risque, ne veut pas prendre ce risque. Et justement, l'Iran a pris le temps tout de même de se ressourcer, de s'armer et surtout d'être dans une posture d'un État qui peut se défendre. C'est surtout de ça qu'il s'agit. Moi, je pense que les Américains aujourd'hui font face à un adversaire qui ne montre pas toutes les capacités dont il dispose pour nuire aux intérêts américains. Quand on parle du détroit d'Ormuz, bien sûr, ça fait partie d'un des paramètres dont dispose l'Iran pour nuire aux intérêts américains. Mais ça ne reste qu'un petit détail, parce qu'au-delà, je pense que l'Arabie Saoudite, qui est là, reste un partenaire clé et privilégié des États-Unis, mais Israël, une fois attaqué, c'est une façon de fragiliser la position des Américains dans toute la sous-région. Et c'est ça que ne veut pas laisser passer Donald Trump en montrant qu'il peut mettre de la puissance, qu'il peut mettre de la force à profit pour surtout nuire aux Iraniens. Mais c'est une guerre, pour moi, qui est de facto perdue, parce qu'on ne peut pas faire une guerre tant que vous n'analysez pas la posture de votre adversaire. Vous pourrez entrer dans une configuration d'échec permanent. Et c'est ça que redoutent surtout les Américains aujourd'hui. Ils ne savent pas sur quel pied danser en attaquant l'Iran. Est-ce que l'Iran a la possibilité véritablement de faire face aux attaques? Est-ce que l'Iran, grâce aux liens stratégiques qu'il a eu à mettre en place, notamment avec la Chine et aujourd'hui la Russie, peut se relever d'une attaque américaine et même nuire aux intérêts économiques, géopolitiques et géostratégiques des Américains dans la sous-région? Donc c'est tout cela qu'il est question aujourd'hui, et ce serait trop facile pour Donald Trump d'attaquer demain soir l'Iran. Je pense que c'est... Trop risqué, vous l'êtes tué. Bien sûr, c'est un risque. De toute façon, les Américains n'ont jamais gagné de guerre, donc... Bon, voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés... Oui. Merci Adé. Voilà, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi, la dernière émission du mois de février. Retrouvons-nous le lundi prochain pour décrypter d'autres actualités. Ça se passe tous les lundis après-midi sur Ezra Télévision, la meilleure de votre télé. Et merci à mes invités. Merci.